Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la philosophie. Depuis sa naissance, l'homme cherche à comprendre ce qui l'entoure et aussi qui il est. C'est notamment ce qu'on a pu voir durant la préhistoire avec les peintures rupestres, c'est-à-dire des peintures qui ont été effectuées sur la roche dans des grottes, où l'homme représentait ce qu'il voyait et se représentait lui-même, notamment par des scènes de chasse ou encore de pêche. On sait aussi que des rites funéraires, c'est-à-dire des pratiques pour rendre hommage aux morts, ont été effectués durant la préhistoire. Le premier a été découvert en Israël, dans la grotte de Kafzeh. Cela montre bien que dès sa naissance, l'homme donne une certaine importance à la mort, et donc se pose des questions sur la vie après la mort. Chez l'homme, c'est aussi et surtout le langage qui est un élément clé de la philosophie. En effet, depuis que l'homme a acquis le langage, il a pu exprimer ses idées et ses envies. Le langage, c'est pas simplement parler, mais c'est surtout la preuve que l'homme pense, car le langage est l'expression de la pensée. C'est ce que nous explique René Descartes, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, dans l'ouvrage Discours de la méthode. Le langage est donc le principal moteur de la philosophie. Il y a aussi eu la naissance de l'écriture autour de 3300 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, ce qui a permis d'abord à l'homme de communiquer, puis d'exprimer ses idées sans nécessairement devoir le verbaliser. Les écrits peuvent être consultés à tout moment sans avoir besoin de connaître l'auteur personnellement. Grâce à cela, le savoir et les idées deviennent plus accessibles. Le langage et l'écriture ont donc été de grandes révolutions. Mais à ce moment-là, ils ont été utilisés essentiellement pour la communication, notamment dans le domaine du commerce. C'est véritablement au IVe et 5e siècle, avant Jésus-Christ en Grèce, à Athènes, que la philosophie naît. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que naît la première démocratie dans cette même cité. En effet, nous pouvons aisément faire le lien entre démocratie et philosophie. En grec ancien, démocratie se dit démos kratos. Démos qui veut dire peuple et kratos qui signifie pouvoir. La démocratie signifie donc que le pouvoir est au peuple. Ici, à Athènes, en Grèce antique, cela signifie que le peuple vote ses représentants pour gouverner, et que eux-mêmes peuvent se représenter. On peut donc dire que le peuple exprime ses idées par la politique. Nous pouvons donc observer une libération de la parole qui a permis à l'homme de s'exprimer, et donc par la même occasion de réfléchir en tant qu'homme libre. Bon, je tiens quand même à souligner qu'à cette époque, tout le monde à Athènes ne pouvait pas participer à la vie politique. En effet, cette époque, seuls les hommes qui étaient citoyens pouvaient voter ou se représenter. Pour être citoyen, il fallait être un homme déjà, être né d'un père citoyen, être de condition libre, c'est-à-dire ne pas être un esclave, être né d'une naissance légitime, donc c'est-à-dire que les dits bâtards ne peuvent pas prétendre à la citoyenneté. Être inscrit au démode dès 18 ans, une démode c'est quoi? C'est une subvention du DEM, c'est-à-dire une division administrative de la cité. Avoir suivi les phébis de 18 à 20 ans, c'est une formation militaire et civique. Être majeur, c'est-à-dire avoir minimum 20 ans. Faire partie de la collectivité des citoyens, autrement dit la cité. Faire partie du démos, qui fait partie de l'ecclésia, et adhérer aux droits et devoirs du citoyen, devoir de défense, devoir de participation politique et religieuse. Mais ce n'est pas tout, car à noter qu'en 451 avant Jésus-Christ, le stratège bien connu Périclès modifia la loi afin qu'elle soit plus restrictive encore. Dès lors, il fallait avoir un père citoyen, mais aussi une mère d'une famille citoyenne. On constate donc qu'il était très difficile d'accéder pleinement au statut de citoyen, ce qui est assez contrastant avec la conception même de la démocratie. Mais cela étant dit, Athènes restera la première démocratie connue à ce jour. Nous pouvons donc dire que la démocratie a permis la philosophie, car cette dernière nécessite une liberté, celle de penser. Bon, nous allons pouvoir maintenant définir ce qu'est la philosophie à proprement dit. Tout d'abord, il est important de s'intéresser à son étymologie. Le préfixe de philosophie, philo, ou du grec ancien philéo, signifie aimer, et le suffixe sophie, ou du grec ancien sophia, signifie sagesse. Philosophie veut donc dire littéralement amour de la sagesse. Mais alors, qu'est-ce que la sagesse? Pour répondre à cette question, on peut s'intéresser à la définition du Robert, notamment la première définition, où il est écrit philosophie, conduite du sage, prudence éclairée. On peut dire que le philosophe fait preuve d'une prudence éclairée, c'est-à-dire
qu'il évite les erreurs en réfléchissant jusqu'à atteindre la vérité. En effet, le mot éclairé fait référence ici à la lumière, métaphore de la connaissance et de la vérité, comme on peut le voir avec l'allégorie de la caverne de Platon, philosophe qui a vécu environ de moins 427 à Moins. 347. Dans cette œuvre, les hommes sont enchaînés dans une caverne sombre où ils ne peuvent voir que les ombres de ce qui existe dans le monde. Des ombres qui sont produites par un feu de camp, leur vision de la réalité est donc altérée. Mais c'est seulement lorsque l'homme arrive à se détacher de ses liens et à sortir de la caverne qu'il arrive à voir les choses telles qu'elles sont réellement, grâce à la lumière du soleil. La lumière devient donc révélatrice de la vérité. Le philosophe est donc en quête de vérité, donc de toujours plus de connaissances. Le philosophe ne se considère pas comme un savant qui sait tout, mais comme un homme qui ne sait rien, et par conséquent qui tend à connaître. C'est ce que dit Socrate, le précurseur de la philosophie, qui a vécu à Athènes de moins 469 à moins 399 durant l'Antiquité. Il le dit notamment à travers cette citation rendue célèbre dans l'œuvre L'Apologie de Socrate, écrit par Platon, le plus célèbre de ses disciples. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ou il y écrit aussi, le premier savoir est le savoir de mon ignorance et le début de l'intelligence, que je trouve plus compréhensible. En effet, Socrate estime que pour atteindre la vérité et le savoir, il faut d'abord admettre que l'on est ignorant, que certaines choses nous échappent. En effet, l'homme qui pense tout connaître alors qu'il ne sait rien ne pourra jamais grandir intellectuellement puisqu'il n'en sent pas le besoin. Alors que l'homme qui admet son ignorance aura la volonté de découvrir et d'apprendre. Par conséquent, le philosophe est en apprentissage constant car il y a toujours plus à connaître. Mais la philosophie est aussi née pour s'opposer à un procédé rhétorique qui a pour nom le sophisme. On peut s'intéresser à l'étymologie de sophisme. Le mot sophisme vient du grec ancien sophisma qui signifie habileté, invention ingénieuse et raisonnement captieux. Mais alors, qu'est-ce qu'un raisonnement captieux? Ce sont des propos ou arguments qui ont pour but de tromper et d'induire en erreur. Le but est de manipuler l'esprit de l'interlocuteur pour obtenir ce que l'on veut. On peut aussi dire que le sophisme est l'art de plaire par le langage. L'objectif du sophiste n'est pas la vérité, mais d'atteindre ses objectifs personnels, comme s'enrichir par exemple. Ce procédé, notamment apparu dans la politique, est toujours présent aujourd'hui. Par cette caractéristique, le sophisme est opposé à la philosophie. La philosophie a donc pour objectif de rechercher la vérité et surtout de la partager. On peut dire que le philosophe met en lumière les défauts pour mieux les réparer. Il remet en cause ce qui l'entoure. On peut prendre l'exemple de René Descartes que nous avions vu précédemment. Il a écrit un texte appelé Méditation métaphysique, publié en 1641. C'est dans cette œuvre qu'il a expérimenté le doute. Il décide d'analyser chaque chose en se demandant s'il est certain de la nature de cette chose. Il en a conclu que la seule chose dont je peux être certain au départ, c'est que je pense donc que je suis, car s'il y a une pensée, il y a un penseur. C'est à partir de cette certitude que Descartes va tenter de refonder les connaissances. C'est le fameux cogito, ergo sum, une locution latine qui veut dire je pense donc je suis. Une pensée qui sera beaucoup utilisée par d'autres penseurs et critiquée par d'autres, notamment par Emmanuel Kant ou encore Edmund Husserl. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet, je verrai ça pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Le philosophe peut aussi remettre en cause la nature de l'homme lui-même. On peut prendre l'exemple de Julien Auffray de La Métrie, médecin et philosophe matérialiste. Donc matérialiste, c'est-à-dire qu'il estime que seule la matière existe et non d'autres substances. Cet homme a vécu durant le XVIIIe siècle. Il a écrit un ouvrage qui a pour nom L'Homme-Machine, qui est apparu en 1748. Dans cette œuvre, Métrie s'inspire du concept d'animal-machine, formulé dans l'ouvrage Le discours de la méthode de Descartes, où il considérait que l'animal était semblable à une machine. Mais ici, Métrie explique que c'est l'homme qui est comparable à une machine. En effet, contrairement à Descartes, Métrie pense que Dieu n'existe pas et que par conséquent, l'homme est un animal comme les autres, donc semblable à une machine. En effet, Métrie considère l'esthétique de l'homme comme immorale, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas savoir d'où vient notre apparence, ni pourquoi nous avons cette apparence. Mais il explique que l'homme est pourvu d'une morale, c'est-à-dire qu'il a conscience de ses actions et qu'il peut reconnaître un acte bon ou mauvais. Grâce à la morale, l'homme est encouragé à faire le bien.
Par conséquent, l'homme est tout de même différent des animaux par sa morale. Mais c'est un animal car tout chez lui est fait de matière. En cela, Métrie a bousculé les lignes en affirmant que l'homme est un animal et qu'il n'obéit à aucun être supérieur. Descartes lui aussi a su faire bouger les lignes par sa méthode de recherche pour la philosophie et les sciences. Donc, c'est-à-dire l'expérimentation du tout plus extrême. On a pu voir que le rôle du philosophe est aussi de faire évoluer les pensées dans leur propre domaine afin de toujours se rapprocher de la vérité. L'objectif du philosophe est de trouver l'essence de toute chose, c'est-à-dire ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est par l'ensemble des caractères constitutifs et invariables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas changer. On peut prendre l'exemple de l'homme. Malgré que tous les hommes sont différents par leur taille, leur couleur de peau ou de cheveux, ils sont tous des hommes. On peut se demander alors qu'est-ce qui fait l'essence de l'homme. On peut affirmer que ce qui fait que l'homme est un homme, c'est sa pensée, sa capacité de réflexion. En effet, aucun autre être sur le monde n'est doué de pensée et de réflexion. C'est ce que pensent en tout cas la plupart des philosophes. Donc c'est ce qui fait l'identité de l'homme. C'est ça l'objectif du philosophe, atteindre la vérité incontestable, l'origine de chaque chose qui constitue notre monde. Pour atteindre la vérité, il faut comprendre et aussi connaître. On peut aussi remarquer que l'homme ne connaît pas tout. On se pose toujours des questions existentielles. Donc par exemple, qui suis-je? Est-ce que Dieu existe? Ou encore, pourquoi la tartine tombe toujours sur le côté beurré? Mais une question encore plus importante se pose. Nos connaissances peuvent-elles avoir une limite?